BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Et un grand bonjour à toutes et à tous. Sincèrement, un vrai plaisir que de vous retrouver. Comme chaque week-end, votre rendez-vous tech du week-end, c'est De quoi je me mêle, à la radio, à la télé et dès le vendredi, vous le savez, en exclu, en podcast audio et sur la chaîne YouTube de Tech & Co. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et vous allez voir que l'actu tech est encore bien riche. On a plein de choses à vous raconter dans un instant avec le club de la presse IT. Et puis juste après, ce sera Lionel Costa, vous le savez, le responsable des labos Fnac qui sera avec nous. Et avec lui, on va vous aider à choisir un produit qui va cartonner pour les fêtes de fin d'année. Ce sont les écouteurs True Wireless. Aujourd'hui, il y a un choix qui est incroyable. Comment s'y retrouver? Réduction de bruit, Dolby Atmos ou pas, qualité de restitution du son. On fera le point donc avec Lionel tout à l'heure. Voilà, vous savez tout. Le hashtag DQJMM si vous voulez évidemment réagir à tout ce qu'on raconte sur X, anciennement Twitter, et sur les réseaux. Encore merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Oh là là, que ce club de la presse IT va être bien, les amis. Vous allez voir, ça va être top. Éric Le Bourlou est là. Premier cadeau. Salut. C'est le calendrier de l'avant, ça commence. Là, on ouvre les petites boîtes. Et dans la boîte 1, il y a Éric Le Bourlou, les amis. Ça va, Éric? Ouais, ça va. Oui, c'est une sacrée présentation. C'est une entrée en matière un peu gênante, j'avoue. Mais bon, écoute, voilà, c'est comme ça. Éric Le Bourlou, historique de quoi je me mêle, bien sûr, qu'on est ravis de retrouver et que vous pouvez lire, entre autres, dans Les Numériques, mais pas que, je crois. Oui, non, dans d'autres journaux, voilà. Notamment 60 millions. 60 millions de consommateurs, etc. Aussi, je vous demande de faire une hola à Nicolas Guyot qui est là. Bonjour François, bonjour Eric, bonjour tout le monde. Voilà, c'est la case numéro 2. C'est ça. Alors, le cadeau ne font pas. Normalement, c'est tous les jours, une boîte. Mais là, écoutez. T'es un petit gourmand, François. Nicolas Guyot, là aussi, qui fait partie de la famille de quoi je me mêle depuis de nombreuses années et qu'on est très heureux de retrouver. Nicolas, qui est rédacteur en chef de clubic.com. Tout va bien chez Clubic? Tout va bien, l'actualité se porte à merveille. On a ça plein de choses à dire. bombarde d'actu chez Clubic, ça rigole pas, les amis. Alors, dans l'actu, plein de choses, et on va commencer par Nintendo, parce que, on en sait un tout petit peu plus concernant la nouvelle Switch. Vous savez que la Switch, c'est quoi? C'est la console de jeu la plus vendue au monde, je crois, non? Oui, c'est un vrai carton, puisque c'est tout simplement la deuxième console de Nintendo la plus vendue de l'histoire après la DS, la Nintendo DS, la DS, avec 146 millions d'unités vendues, donc c'est énorme, hein. C'est vraiment un énorme succès pour Nintendo, mais ça y est, la Switch elle a été lancée en 2017. Les poches de la salopette de Super Mario doivent être pleines, les amis, ouais, je peux vous le dire. Oui, alors oui, mais non, parce que Nintendo va moins bien financièrement depuis quelques temps, ça fait 5 trimestres qu'en fait les résultats de Nintendo sont en baisse. C'est-à-dire les ventes de Switch déclinent. Les ventes de Switch déclinent et puis aussi les jeux. Enfin bon, il y a eu moins de hits ces derniers temps qu'il y a eu. On se rappelle l'année dernière, il y a eu Zelda, il y a eu des gros jeux qui ont très bien marché. Et là, il y en a eu un peu moins cette année. Et surtout, le hardware de la Switch, il a beaucoup vieilli. C'est-à-dire que là, 140 millions de consoles écoulées, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à être la Switch a saturé évidemment le marché et donc il faut faire évoluer la console, et c'est ce que a dit Nintendo. Alors ça, c'est pas nouveau, on savait déjà, Nintendo avait déjà annoncé que la successeur de la Switch arriverait avant la fin de son dernier trimestre 2024. Donc ça veut dire avant mars 2020, trimestre fiscal, donc avant mars 2025. Donc ils vont l'annoncer. Alors, elle va pas arriver, ils vont l'annoncer. Ah d'accord. Voilà, ça les Japonais adorent ça. Ils annoncent une console qui va sortir en fait. Et Sony aime bien ça aussi. Ouais, ils annoncent des trucs avant que ça sorte. Ouais. Ils occupent le terrain. Ils occupent le terrain. Voilà. Et donc, alors la Switch 2, alors on l'appelle Switch 2, mais ça pourrait être très bien un autre nom. On sait même pas quel sera son form factor, si elle reprendra le form factor. On sait même pas si c'est une console portable. Non, mais il y a quand même des chances. On commence à avoir il y a des protos qui tournent chez les éditeurs, parce qu'il faut quand même préparer les jeux, hein, parce que c'est bien que quand une console sort, s'il n'y a pas de jeu, c'est un peu dommage. Donc, la première Switch était sortie en 2017. Ouais. Donc ça fait 7 ans. Et en 2025, lorsque la Switch 2 sera annoncée, ça fera 8 ans.
Incroyable. C'est une sacrée durée de vie. Mais c'est parce que le produit à la base est super bon. À l'intérieur, les composants, on est quand même sur du Nvidia, donc les gars, ils avaient quand même le nez creux. Ils ont utilisé du Tegra avec un GPU Nvidia, et en fait, le truc, ça dure un temps. Et puis à la limite, c'est presque un détail, quoi. Techniquement, elle est dépassée depuis longtemps, cette console, mais c'est presque un détail, parce que ce qui fait la richesse de l'univers Nintendo, c'est sa créativité, c'est les jeux. Et tu vois, on cherche pas des jeux photoréalistes comme sur PS5. Mais les composants étaient bien choisis, et puis Nvidia, ils sont super forts en software, donc en fait, je pense que globalement, ils ont tous les outils, et voilà, ça tient. Ça a été une console bien conçue. Bien conçue, bien imaginée, et après, faut pas oublier, on est sur une console portable, donc avec un écran, avec une définition, on n'est pas sur la 4K comme on a aujourd'hui dans nos salons, etc., où là, la moindre baisse de définition, on le voit directement. Donc là, sur une console, sur un petit écran, c'est un peu moins gênant. Après, c'est sûr, quand on la branche en mode salon, là, tu vois, ça commence à piquer. Non, mais ce qui est sûr, c'est que quand même, effectivement, ça se voit notamment quand on joue à Zelda sur une télé 4K, on se rend bien compte quand même des problèmes techniques de la Switch, mais c'est pas grave, effectivement. Elle a fait son temps. Là, on va avoir une nouvelle génération qui va être effectivement beaucoup plus puissante. On imagine quand même qu'elle va être compatible avec. Elle pourra aller jusqu'à une définition 4K. Ça me paraît assez logique, et que en plus elle pourra profiter des nouvelles technologies d'ajout d'images type DLSS-like, etc. Qui vont améliorer encore l'image. Le ray tracing aussi, visiblement il y a déjà pas mal de trucs qui fuitent. Et en fait, toutes les puces mobiles, parce qu'en fait finalement le hardware de la Switch est du hardware qui est dérivé des téléphones portables, en fait, a tellement évolué entre temps que en plus il y aura tout cet aspect-là qui va pouvoir être amélioré. Qu'est-ce qu'on sait sur ce nouveau ? On sait quelque chose ou pas sur la nouvelle Switch ? Nintendo en tout cas, et ça c'est très important quand même, parce que ça n'a pas toujours été le cas dans la grande histoire des consoles de jeux, c'est que la nouvelle console, qu'elle s'appelle Switch ou non, sera rétro-compatible avec tous les jeux tourneront, Switch actuels tourneront sur la nouvelle console. Donc ça c'est très important, parce que ça permettra déjà d'avoir une Logitech très importante au lancement de la console, même si effectivement il faudra quand même avoir quelques jeux exclusifs et vraiment novateurs pour vendre le hardware. Mais ça permettra à tous les gens qui ont déjà la Switch, et qui sont nombreux donc, de pouvoir transbahuter leur Logitech sur la nouvelle console. Alors dans les rumeurs qui tournent, c'est qu'il y aurait aussi un lecteur de cartouches, donc ce qui permettrait effectivement d'utiliser les cartouches. Donc c'est bien, c'est-à-dire qu'en fait Nintendo va pas se mettre à dos le marché du jeu physique. Il y aurait en fait, donc si elle est rétrocompatible, on se dit que globalement Nvidia serait encore de la partie, parce que c'est le truc le plus simple, c'est de partir sur des. Donc GPU Nvidia. Alors GPU Nvidia. Alors visiblement tout serait doublé, au lieu d'être en 4 cœurs, ce sera en 8 cœurs, il y aurait plus de RAM. Ce serait intéressant de voir si elle sera 4K en fait. Et normalement elle devrait pouvoir l'être 4K. Par contre, toutes les fonctions de ray tracing et de DLSS, moi j'ai des doutes en 4K sur quelque chose portable, sur une console portable, ou sinon il faut qu'il y ait un système de dock qui refroidisse peut-être un peu plus le. Après, il faut voir maintenant ce qu'on peut faire, ne serait-ce qu'avec un GPU de téléphone portable. Alors, non, ce sera plus qu'un GPU de téléphone portable, parce que les rumeurs disent que faire des choses assez intéressantes d'un point de vue graphique. Donc, ce serait de la génération des GeForce 3000 à peu près, c'est ce qu'on dit, avec ils intégreraient les toutes dernières nouveautés des GeForce, c'est-à-dire effectivement le DLSS et certaines fonctions de ray tracing. Donc en fait, ce qui va être pas mal, c'est que ça va quand même. Au-delà de, effectivement, ce qu'on disait, Nintendo c'est faire des super jeux, etc. et tout, mais là ils vont être encore quand même avec des effets visuels encore plus impressionnants, quoi. La question aussi pour moi, et ça je suis pas sûr que ce soit possible, mais ça va être, parce que le gros jeu qui va sortir, ça va être GTA 6, qui va sortir à la fin de l'année prochaine en théorie. Non, il va pas y avoir de retard. Donc est-ce que cette console fera tourner ou non GTA 6? Ça va être une des grandes questions, parce que ça va être franchement, ça peut être un des system sellers, comme on dit, une excuse pour acheter la console si on peut y jouer sur la nouvelle Switch. Mais bon, c'est un jeu qui va être exigeant techniquement. Est-ce que ça va être suffisant? Ça va être une des grandes questions de la prochaine console Nintendo, en fait. Niveau ergonomie aussi, je crois que les Joy-Con aussi risquent de changer un petit peu. Le système d'accroche va aussi un peu évoluer. Je crois ce serait bien que les Joy-Con évoluent, parce qu'ils ne sont pas terribles d'un point de vue fiabilité, en tout cas. Nintendo a eu beaucoup de problèmes. En tout cas, on a hâte, parce que c'est une console qui est très attendue. Et puis Nintendo joue gros. Par contre,
Il y a Il une faut pas rumeur qu'il sur le rate. prix, il y a une rumeur sur le prix qui annonce plutôt à $500 au lieu de $300 au lancement de la Switch 1. Switch 1. Donc, en Ça fait cher. Ça Ouais. fait cher. Là, Ouais. là, on arrive en frontal après avec les consoles PC Ouais. portables. Oui, hein. oui, oui, Donc, c'est sûr. ou même les consoles de salon. Bah, sachant qu'à Steam Deck aujourd'hui, tu peux en avoir un pour même pas 400 €. Ouais, ça fait cher. Bon, vérification de tout ça. Rendez-vous au mois de voilà, mars. courant premier trimestre. Trimestre ou semestre 2020 Trimestre. Trimestre 2025. Donc on aura des informations. On sur aura la des Switch. informations. Alors certainement pas avant Noël. Nintendo va Voilà. vouloir Oui, bien sûr. écouler ses C'est Switch. ses derniers stocks Mais de sans Switch. doute au début de l'année prochaine, on aura des informations Ouais. sur la Après, prochaine console. le problème, c'est qu'on ne sait pas quand sortira cette console. C'est-à-dire Non. qu'elle sera annoncée au printemps, on va dire, ou avant le printemps, mais elle peut être annoncée et sortir un an après. Ouais, oui, finalement. il y a des chances. Il y a- C'est possible Ouais, ouais. ou alors, enfin, l'idéal serait quand même qu'ils la sortent pour le Noël Noël suivant, 2025. Noël 2025. On verra bien. En tout cas, tout ça est très excitant. Dans l'actu, eh bien, c'est un anniversaire qui n'a pas été énormément couvert par les médias, et pourtant, je trouve que c'est quand même important. C'est les 10 ans d'Alexa. Regardant sur Google Actu, il n'y a pas beaucoup d'articles là-dessus. Faut dire que bon, Alexa est dans une posture un peu compliquée, hein, visiblement, parce que au-delà du fait qu'on fête les 10 ans d'Alexa, Alexa, on le sait, est en plein chantier, parce que Alexa a subi, comme les Siri et les Google Home, l'arrivée de ChatGPT qui a rendu complètement obsolète en fait ses assistants vocaux. Aujourd'hui, Alexa est incapable d'avoir une discussion sensée comme on peut l'avoir avec GPT Voice par exemple. Amazon travaille là-dessus, hein, Eric et Nico, hein, on le sait, ils travaillent beaucoup. Le seul problème, c'est que c'est pas prêt et ça a l'air beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît. Que prévu. Ils avaient annoncé normalement le nouvel Alexa devait arriver le 17 octobre. Mais pour les Et 10 on a- ans, je voilà, pense. voilà, et Ils on se a sont pas dit, eu- voilà, il y a voilà. les 10 ans d'Alexa. Bon, Voilà. maintenant, au bout de 10 ans, il s'est parlé. Bon, c'est un enfant un peu en retardé, mais voilà, on y arrive. Mais il est partout. Par contre. Il est partout dans tous les produits Amazon, c'est ça qui est bien. C'est ça. Voilà. Visiblement, Voilà. il Voilà. Alors, n'est pas prêt. La grande nouvelle justement de cet été, c'était de dire que globalement Amazon qui a des billes aussi dans Claude, qui est un Anthropic. modèle d'IA, voilà, Anthropic. Ils ont mis quand même 4 milliards dedans, mais ils se sont dit voilà, on va changer de cerveau d'Alexa et on va le remplacer par Claude. Visiblement, Claude le cerveau a du mal à rentrer dans les Dans les échos chauds. voilà, dans les échos chauds. Donc voilà, donc il y a énormément de boulot et tout ça serait voilà, ça fait que ça va être décalé Alors il y aura aussi des problèmes d'organisation en interne chez Amazon, justement sur le process de décision, sur plein de choses, parce qu'en fait ils ont une grosse ambition pour Alexa. C'est au-delà du côté assistant, en fait, c'est que ça devienne un produit qui puisse prendre des décisions pour vous aussi. Pas uniquement un assistant qui vous répond, vous demandez à la et météo. notamment dans la maison connectée, je pense voilà. que parce que Alexa est très fort là-dedans. Hein. On peut tout reprocher à Alexa, mais c'est vraiment super. Si vous avez une maison connectée, vous pilotez tout à la voix, etc. Et on peut imaginer que avec l'IA générative, on puisse avoir des systèmes prédictifs ou même, enfin, je sais pas moi, corriger certains oublis qu'on peut avoir grâce à cette nouvelle génération d'Alexa. Donc ça, c'est cool. Ouais, et puis en plus, c'est l'apprentissage. C'est-à-dire, en fait, globalement, un assistant qui comprend ce que vous voulez et ce que vous faites, je sais pas, vous arrivez toujours à la même heure et vous volez toujours à la même heure, il sera peut-être capable de les fermer pour vous. Voilà, on va comprendre que globalement, à cette heure-là, vous fermez les volets, donc en fait, je vais les fermer. Ou que globalement, il y a plein de choses. Vous voulez, quand vous arrivez, vous mettez la musique, peut-être qu'il mettra la musique tout seul. Ouais. Bon, ça peut aussi faire flipper. Hein, complètement. Mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est d'ailleurs ce sur quoi travaille Apple, visiblement aussi. Oui, hein. aussi beaucoup. Mais pour Amazon, c'est pas évident cette histoire de passage de Alexa à un Alexa 2.0 dopé à l'intelligence artificielle, parce que déjà le matériel actuel n'est pas compatible vraiment avec ça. Donc tout sera dans le cloud, ça veut dire ça veut dire tout sera dans le cloud, mais donc lent, parce que le traitement. Donc si là aujourd'hui, l'avantage d'Alexa par rapport à d'autres solutions du même genre, c'est que c'est rapide. C'est fait en local, ça marche bien. Quand on lui demande Alexa allume les lumières, ça allume tout de suite les lumières. Il n'y a pas de transition vers un serveur, ça fonctionne bien. Là, on passe à autre chose avec du matériel qui ne sera pas compatible, parce qu'on pourra pas faire tourner. C'est les échos, c'est vraiment du matos qui a une faible puissance de calcul. Vous vous rendez compte qu'il faut changer tout le parc d'écho. Alors ça passera sans doute par des nouveaux matériels, ou alors par le cloud, mais du coup ça va être lent.
et du coup, Cela dit, GPT Voice n'est pas lent. Hein. Non, il vois, n'est pas lent. Tout est dans le cloud dans GPT Voice, mais ça carbure quand même. C'est vrai, mais on a quand même sur un téléphone, par exemple, une puissance de traitement qui est largement supérieure à ce que peut faire un Alexa Echo Show, par exemple. Bon, c'était cet appareil au hasard, mais ça c'est un vrai problème. Et l'autre problème aussi, c'est le modèle économique, parce que pour tout ça, ça coûte cher. Ça leur coûte à chaque fois qu'on fait une requête. Ça va leur coûter de l'argent, du temps de calcul pour chaque requête qu'on va demander à Alexa. Je suppose qu'au début, quand on va la voir, en plus, on va être tous là à raconter n'importe quoi au truc, ce qui va coûter très très cher vu le volume. Mais comment Amazon compte faire pour ça? Et donc, sans doute, ça passera par un abonnement. Et donc, si ça passe par un abonnement, il faut que ce soit vraiment tip-top. C'est-à-dire, on va pas payer pour un truc qui marche à moitié ou quelque chose qui nous semble pas vraiment utile. Donc, l'équation, elle est vachement difficile, je pense. Je pense qu'ils auraient peut-être pu lancer un peu ça en entre guillemets, loose day, sans avoir à faire payer les gens, mais du coup, c'est compliqué. Donc, il faut du matériel un peu novateur et puis aussi qu'on soit en mesure de vouloir payer un abonnement pour ça. C'est pas évident en fait. C'est pas évident de transformer Alexa. Est-ce qu'on serait prêt à payer un abonnement pour avoir un assistant vocal un peu boosté à l'IA? C'est un peu comme c'est un peu comme avec les smartphones. Hein. Parce que moi, je suis pas persuadé que globalement Google avec ses pixels, pour l'instant, ils offrent l'abonnement, mais dans un an, parce qu'il y a plein de gens qui sont prêts. Il y a plein de gens qui sont prêts à payer pour ChatGPT, mais on peut les comprendre parce que ChatGPT, pour un outil de travail, franchement. Pour ceux qui l'utilisent, franchement, c'est une super bonne affaire. Et puis, mais pour un assistant vocal à qui tu vas demander le timer pour les œufs, pour la cuisson des œufs ou la météo, franchement. Et puis surtout, ce qui va être compliqué, ce que disait Eric avec les tokens. Quand tu prends aujourd'hui ChatGPT, tu prends le modèle O1 là, qui est limité à 25. Pour les abonnés payants, hein, c'est 25 par jour. Alors effectivement, c'est un peu plus sophistiqué, etc. Mais 25 tokens, ça veut dire qu'en fait, ça doit leur coûter un bras derrière. Un bras en ressources, un bras en tout, l'infrastructure réseau, même les opérateurs, hein, parce qu'en fait, ça va pas arrêter de tchatcher, etc. et tout, la planète, tout ça, va prendre un demi-degré en plus, hein, je vous l'annonce, moi. Hein. Préparer les t-shirts à manches courtes. Préparer les maillots. Les maillots, voilà. Non, c'est vrai. Et ça va faire un truc, en fait, c'est exactement ce que je disais, quand tout le monde il va y avoir les premiers accessoires compatibles. D'un coup, on va avoir chaud. D'un coup, on va avoir très chaud. On va avoir très chaud. Il va falloir prendre des clims Alexa. On plaisante, mais bon, c'est pas drôle. Voilà, c'est quand même, il y a quand même un enjeu derrière. C'est d'ailleurs pour ça que tu vois que des gens comme Microsoft, comme Google s'amusent maintenant à reprendre des centrales nucléaires. Donc, parce qu'ils ont besoin d'une puissance énergétique incroyable à cause de ça. Et ça, c'est aussi une question. On n'en parle pas assez peu souvent, mais c'est quand même assez important. Tous les gros, ils cherchent des centrales nucléaires. C'est-à-dire, si vous en avez une près de chez vous, envoyez, n'hésitez pas. Vous avez une centrale nucléaire chez vous, éventuellement Amazon peut être intéressé, quoi. Donc peut-être fait Sénam, envoyez-la. Mettez-la sur le bon coin. Voilà. Vend centrale nucléaire. Peu servi. Non mais François, c'est incroyable parce qu'en fait, on a beaucoup parlé ici des voitures électriques. On était tous persuadés qu'on allait être short en électricité. Et en fait, bon. Visiblement, ça va. Par contre, l'IA, en moins de 2 ans, les mecs, ils sont là, on va avoir un problème avec les panneaux solaires, ça marche plus, ça marche pas assez, en fait. Non, mais c'est un truc de dingue. Donc ça explique bien, en fait, que globalement, derrière tout ça, en fait, il y a un besoin d'énergie monstrueuse, parce que tout se passe dans le cloud. Tout se passe sur des serveurs avec des calculateurs qui sont énergivores. C'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, de toute façon, vous faites des tests aujourd'hui sur vos nouveaux téléphones ou sur vos nouveaux ordinateurs portables Copilot+. C'est pas du tout le même résultat que quand c'est dans le cloud. Oui, bien sûr. C'est pas aussi dessinez-moi un chaton. Le chaton, il a pas la même tête que quand il est fait dans le cloud. Non, c'est clair. Voilà. Même si c'est sans doute l'avenir, en fait. Il ressemble à un château, votre chaton. Voilà, c'est un peu ça. J'ai pas dit château, j'ai dit chaton. Ah oui, mais j'ai que je n'ai pas compris. Enfin bref. Alors, les petites news, alors assez croustillantes aussi, qui émanent de Bloomberg, qui a eu cette indiscrétion. En fait, il faut savoir que on revient à Alexa là. Évidemment, Alexa, ils vont pas balancer ça dans la nature comme ça. Ils ont des milliers de testeurs qui sont en train d'évaluer en fait la nouvelle version d'Alexa boostée, comme tu disais, à l'IA. Et en fait, les gars ont dit surtout ne sortez pas ça.
ça ne marche pas et surtout ça raconte n'importe quoi. Mais ça hallucine vraiment. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en plus, si tu as Amazon qui te raconte quand t'as les n'importe quoi. testeurs qui disent non les gars, non, gardez ça pour vous pour l'instant. L'ancien, là, celui qui est un peu moins intelligent. Mais on a eu déjà ce genre de problème avec Google. Il y a eu Google qui a lancé ses générateurs d'images qui faisaient n'importe quoi. Il faut pas, effectivement, les LLM peuvent raconter n'importe quoi. Bien sûr, et donc, du coup, si on a Alexa qui nous raconte des trucs complètement délirants, qui peuvent être même répréhensibles, ou dangereux pour illégaux, l'humain, dangereux, bien sûr. ça c'est aussi un vrai problème. C'est encore une autre. Non, mais t'imagines, il y a un enfant qui dit est-ce que je peux mettre les doigts dans la prise Alexa qui dit mais bien sûr, vas-y, tu vas voir, c'est agréable. Enfin, je dis n'importe quoi. Oui, mais ça pourrait être. Non, mais tu vois. L'IA de Musk est capable, ça. Grok, il peut le faire. Non, mais ça va être un vrai problème. Et puis de toute façon, vous le voyez bien quand vous êtes sur les chatbots, etc., et que vous commencez à discuter avec une IA, quoi. Ce qu'on appelle une IA aujourd'hui, mais en fait, de temps en temps, ça part, ça déraille complètement. Parce qu'en fait, elle reste sur la première question, elle n'a pas compris la deuxième, le contexte, etc. et tout. Et c'est ça qui va être très compliqué pour Amazon. Parce qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, on prompte pas là. On pose des questions, on veut de la discussion naturelle, etc. Et donc là, ça va être un peu... T'as intérêt à être au point, quoi. Ouais. Bon, bref, Alexa, c'est pas pour tout de suite, la nouvelle version. Dans l'actu, il y a aussi ce coup de filet qui a été réalisé par la justice française qui a bloqué 28 grands sites de téléchargement illégaux, bien sûr. C'est pas, ils vont pas bloquer Netflix. Même si Netflix, on a vu que là, il y avait le fisc français qui commençait à les chatouiller. Je sais pas si vous avez vu cette histoire. Alors, on va pas les bloquer, mais je pense que... Ils vont prendre une petite praline. je pense que là, on risque d'avoir l'abonnement Netflix en France qui va augmenter, quoi. Parce que il est déjà pas donné. Il est déjà pas donné. Enfin bon, ça, c'est une autre histoire. Mais c'est vrai que, Nico, tu en as fait une news dans Club Geek. 28 gros sites de téléchargement illégaux ont fermé là. Fermé, alors pas fermé, bloqué. Bloqué, et ce qui est beaucoup plus étonnant, pendant 18 mois seulement. Voilà. C'est bizarre. Parce qu'en fait, la justice dit que globalement, ils vont surveiller et on va voir si ça se trouve, si les sites vont arrêter de proposer. C'est un peu lunaire, mais bon, voilà. C'est un peu lunaire quand même. Donc ils ont été, ces gros sites, l'association de la lutte contre la piraterie et les gros studios ont constaté qu'il y avait plein de sites de téléchargement. Faut dire qu'à force d'augmenter les tarifs des plateformes de streaming, etc., le téléchargement est revenu à la mode. Téléchargement, streaming illégal. Mais il y a plusieurs choses. Il y a la multiplication des offres. Donc si on commence à tout accumuler, ça fait beaucoup d'argent. 2, la fin des partages de comptes. Ça c'est quand même, c'est la porte ouverte au piratage. Parce que ça c'est un problème. Et puis l'augmentation récurrente des abonnements. C'est-à-dire que, on le voit là, je ne sais pas si vous avez suivi la dernière news, Disney+ va sortir de MyCanal. Donc ça veut dire qu'il va falloir rajouter encore 5 ou 6 euros pour avoir Disney avec de la pub. Avec tout ce qu'on a déjà, ça commence à faire beaucoup. Et puis surtout, il y a un système d'exclusivité qui est en train de se mettre en place. Visiblement, il y a aussi une petite embrouille entre Disney Plus et MyCanal. C'est qu'en fait, il y a certains contenus qui ne seront plus disponibles sur MyCanal directement. Il faudra aller sur Disney Plus pour les voir. Oui, et notamment les films en diffusion de première fenêtre. Voilà. Je crois qu'ils arrêtent aussi, parce que Canal diffuse des films qui 6 mois après leur sortie en salle peuvent être diffusés. Là, d'après ce que j'ai compris, ça s'arrête chez Disney. Donc dans la chronologie des médias, d'habitude, il fallait attendre 6 mois à peu près pour voir un blockbuster sur MyCanal. Là, il faudra attendre je ne sais pas combien de temps pour l'avoir sur Disney Plus directement. Il n'arrivera pas sur Disney Plus 6 mois après. Parce que Disney Plus n'a pas le choix. Il ne peut pas. C'est la chronologie des médias, donc il y a des règles bien précises. Donc 17 mois. C'est compliqué. Et tout ça, tous ces petits paramètres font que c'est un tapis rouge pour le piratage finalement. Ouais, c'est vrai que après le piratage et le streaming, ça a toujours existé. C'est vrai. Ça a baissé un peu. Ça s'était calmé avec l'arrivée des plateformes, mais effectivement maintenant il y a tellement de plateformes, il y a tellement d'abonnements à payer que les gens. Mais il y a eu le feuilleton d'Azone sur la Ligue 1 sur la rentrée là où globalement les gars sont arrivés avec un abonnement à 40 euros, 40 euros
apparemment. D'ailleurs, on n'entend plus parler de DAZN là. Je sais pas trop. Si, ils baissent les prix, ils autorisent le partage de comptes, ils font l'inverse de toutes les plateformes de streaming. Oui, parce qu'ils sont aux abois. Que globalement, quand tu veux recruter, il faut que ce soit moins cher, qu'on puisse partager. Alors, il y a deux solutions, ce que tu disais tout à l'heure. C'est soit l'abonnement est pas cher et tu y vas, soit tu t'autorises le partage de comptes, ce qui jusqu'ici est acceptable. D'ailleurs, la nouveauté aujourd'hui, c'est HBO, là, qui a HBO Max. Pareil, va faire la chasse au partage de comptes. Donc en fait, voilà, tout ça joue en faveur des sites de piratage. Alors bon, on a beau essayer de les bloquer, là c'est les fournisseurs d'accès qui vont bloquer les sites. Ils ont aussi un impératif d'éviter tout surblocage, c'est-à-dire éviter de se retrouver avec des sites qui pourraient être liés à ces sites ou des sites qui pourraient être bloqués dans le on va dire comment on pourrait expliquer ça. Il pourrait y avoir des victimes collatérales. Voilà, des victimes collatérales dans le blocage, notamment tout ce qui est DNS, etc. Donc en fait, voilà, il y a plein de solutions techniques, mais c'est quand même assez touchy de couper les sites. Ouais, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, le truc, c'est que c'est une marrant. décision de justice, en fait. La liste a été publiée, elle est publique. Je crois que vous avez cité quelques sites sur Clubic. Normalement, il ne faut pas en parler d'ailleurs, mais elle est publique. Il ne faut même pas en parler. On n'a même pas le droit. On n'a pas le droit à l'info. On n'a pas le droit de pointer vers un site. On n'a pas le droit de pointer vers un site. Je veux bien. Mais en fait, mais dire, par exemple, je sais pas moi. Le truc, c'est qu'en fait. ericlebourlou.com, on trouve tous les. J'ai fait un test très bête. Je suis allé. Il a fermé. Depuis qu'il travaille à 60 millions de consommateurs, depuis qu'il travaille à 60 millions de consommateurs, il ne peut plus quoi. Mais je suis de l'autre côté. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, je suis allé sur ces sites. Enfin, j'en ai essayé quelques-uns. Effectivement, ils ne fonctionnent plus. Si aujourd'hui tu vas sur un de ces sites, en plus il y en a, c'est Stream de ouf. Ça m'a fait marrer. Stream de ouf. Ça me fait trop rire. C'est pas bien aussi. Mais c'est pas bien. Alors je sais pas s'il existe encore. Celui-là, ça fait longtemps quand même. C'est pas bien. C'est peut-être qu'il existe encore. J'adore le titre. J'adore l'URL. Enfin, c'est des URL. Mais en fait, donc tu te rends sur ce site Stream de ouf. Ça marche pas puisqu'il a été bloqué par ton FAI. C'est une décision de justice. Le seul problème, c'est qu'il s'agit d'un blocage DNS. Donc c'est une forme de blocage assez classique. C'est en gros les opérateurs qui disent paf, cette adresse, on la résout plus. Et puis donc, mais en fait, il suffit de changer dans votre navigateur. Alors, c'est pas un conseil piratage que je vous donne, mais mais c'est juste que pour montrer l'inutilité totale de ce genre de choses, il suffit de changer le DNS de son navigateur. De retourner sur Stream de ouf et hop, vous avez de nouveau accès à Stream de ouf, ou d'utiliser un VPN. Et là, de la même manière, on a toujours accès. En fait, ces blocages, ils sont, c'est normal que les ayants droit essayent de bloquer les sites de streaming illégal et de téléchargement illégal, mais ça ne marche pas puisque soit ces sites sont toujours accessibles si on change de DNS, qu'il est facile de faire en à peu près 1 minute sur n'importe quel appareil, soit en utilisant un VPN. Et sinon, au pire, ce qu'ils font, c'est qu'ils changent d'URL. Ils changent d'URL. Stream de dingue, stream de ouf. C'est ça. Et voilà, ça s'est réglé. Non, voilà, et puis, de dingue. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 4 mois, il y a eu c'était à la fin de l'été, il y a eu quand même un autre gros coup anti-piratage au Vietnam. Il y a toute une plateforme de streaming en fait qui s'est fait démanteler. Et notamment un site qui s'appelait F-Movies et on va dire une plateforme technique derrière. En fait, ce qu'il faut pour essayer de calmer cette tendance au piratage, c'est démanteler les plateformes techniques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Mega Upload et de il faut saisir Mega Streaming. Je ne sais plus comment s'appelait le site de streaming. Alors là, tu avais tous les films gratos. Et un jour, la police est arrivée au checkim.com et a fait non mais vous arrêtez ça tout de suite et on va vous foutre en prison. En fait, l'infrastructure qui permet de diffuser la vidéo, c'est là où, et notamment pour le streaming, c'est là où est vraiment après, encore une fois, comme tu le dis, c'est tentaculaire parce que l'infrastructure, elle peut être dupliquée partout. Oui, c'est ce qui s'est passé. F-Movie a été fermé. Il y a une opération de police au Vietnam pour arrêter les gens, fermer l'infrastructure. Là, maintenant, si vous allez sur les mêmes sites, on retrouve de nouveau des films à pirater. C'est un truc sans fin. Voilà. Et je pense qu'au lieu d'avoir cette répression, il faut que en fait, tous les sites légaux fassent des efforts pour être le plus attractif possible. On le voit, ça a marché avec la musique. La musique piratée, aujourd'hui, c'est devenu anecdotique grâce à Spotify, grâce à Apple Music, à Deezer, etc. Les gens sont prêts à payer 10 € par mois, voire un petit peu plus parce que ça augmente, mais au moins, ça marche, c'est cool. Mais là, tu as toute l'offre. C'est ça.
toute l'offre. Et puis t'as t'es sur toute l'offre une ligne presque. t'es sur Ouais, une mais ligne la de musique, crête. t'avais toute l'offre aussi, tu vois ce que je Non, veux mais je dire. veux dire, oui, en t'as- musique, en musique. Ah oui. en film, oui. faut que tu ailles voir sur Netflix, sur Prime Video, sur MyCanal, sur un. Donc là, c'est difficile d'avoir Non. toute l'offre en fait. Ouais, et d'un coup, ça me fait penser à la licence globale qu'on évoquait il y a 20 ans. Voilà. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu-là. Non, mais c'est dingue comme les sujets. C'est exactement ça en fait. Oui. C'est fou. Non, mais Enfin, après il se passe des choses quand même. Hein. Tu regardes, les plateformes aussi fusionnent. Aux États-Unis, il y en a qui commencent à comprendre globalement pour l'offre ouais, je pense que sportive ça va notamment. À un moment, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont sur une ligne de crête. Mais je trouve que MyCanal a une très bonne idée. Le fait MyCanal, d'agréger c'est tous très bien. les services avec une offre qui n'est pas donnée, mais au moins tu en as pour ton argent. Tu vois. Mais bon, avec Disney Plus en moins, c'est moins terrible. On va terminer, parce qu'il nous reste que 5 minutes 30, ça va vite, avec Starlink, les amis. Parce que Starlink, et ça c'est quand même une sacrée news, vous savez que Starlink, donc le réseau Internet par satellite de Elon Musk, qui sera notre futur président, le futur président américain, hein, visiblement, hein, là, d'après ce qui se passe. Plus sérieusement, 2029. Starlink, on l'avait appris, ça marche avec une parabole, mais ça va marcher aussi avec des téléphones qui capteront directement le signal depuis la Terre, sans qu'on change de téléphone. Et la news, c'est que tout ça va aussi marcher à l'intérieur. Voilà. Alors jusqu'ici, on rigolait quand on regardait des films comme 24 heures chrono où les gars ils téléphonaient avec leur téléphone satellitaire dans leur de bureau. 3 kilos. Voilà, de 3 kilos, mais surtout normalement vous êtes dans un souterrain, vous êtes dans une maison. Oui, le satellite, c'est pas bon. Ça passe pas quoi. Sauf que là, avec la techno de Musk, avec le direct to cell. Alors, l'abréviation DTC, moi, qui me fait beaucoup rire, mais voilà. Et en fait, on est capable de. Ils font des tests en ce moment chez Starlink et SpaceX, et en fait, ils sont capables avec un téléphone classique, Android ou iPhone, de recevoir des coups de fil, d'envoyer des SMS dans une maison ou même dans une voiture. Ce qui les surprend énormément, c'est que les ondes arrivent même à passer jusque dans la poche. Vous avez votre téléphone dans la poche et vous êtes capable de recevoir des SMS. On n'est pas obligé d'être comme ça, dire ouais, le satellite, je suis là au-dessus, etc. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre à la fenêtre pour passer vos coups de fil, quoi. Voilà. Donc en fait, ça marche indoor. Voilà, alors donc sans doute pas aussi bien qu'un réseau. Après, c'est pas des débits de malade, mais en fait, ça marche suffisamment pour envoyer et recevoir des SMS, suffisamment pour passer des messages, passer des coups de fil. Et c'est quand même, en fait, alors ce qui est très intéressant, c'est on se dit pour les gens qui sont dans les zones blanches, dans les zones qui ne sont pas couvertes aujourd'hui par les opérateurs de téléphonie, c'est une super nouvelle parce que jusqu'ici, vous pouviez prendre une antenne Starlink pour l'internet, etc. Ça marchait très bien, mais c'était pas mobile. Là, si vous êtes abonné, vous allez pouvoir bientôt même recevoir vos coups de fil dans des endroits où d'habitude il n'y a rien. Alors à mon avis, si vous habitez dans un bunker ou au fin fond d'un parking de 3 étages, ça ne marchera pas. Mais à la campagne, dans une zone blanche, ça peut être très bien. Et en fait, visiblement, l'offre, elle va être déployée en plusieurs temps par SpaceX. D'abord, ils commenceront par le simple envoi de SMS. Et après, ils vont passer aux appels vocaux avant d'aller jusqu'à l'Internet mobile. Ah oui, carrément, pour avoir de la data. Ouais. De la data mobile. Ouais, après, il faut voir les débits. Mais en effet, bon... En fait, ça dépend effectivement du nombre de satellites qu'ils aussi vont envoyer, parce que plus il y a de satellites, effectivement, plus il y aura. Alors, il imagine qu'il y aura beaucoup de satellites. Elon Musk c'est ce qu'il a dit en tout cas. Après, on peut le croire. Il veut envoyer il veut faire de ce service un vrai service d'internet mobile sur des téléphones non modifiés. Voilà. Pour l'instant, alors juste voulais revenir sur le fait que ça marche à l'intérieur. Oui, ça marche à l'intérieur, mais évidemment, alors cette actu vient du fait que un des ingénieurs de Starlink a tweeté, on va dire, depuis l'intérieur grâce à Starlink. Oui, il était interviewé aussi par un média. Et en gros, ce qu'il a fait, c'est alors il dit quand même qu'il travaille plutôt près de sa fenêtre quand même quand il fait ses tests. Donc il travaille sur sa terrasse. Le gars, il travaille sur sa terrasse. Comme dit Nico, il faudra pas essayer d'utiliser ça dans une cave ou voilà, ça reste du satellite. Et puis surtout, en fait, c'est vachement bien. Ce qui est vachement bien avec ce système, c'est que là aujourd'hui, il existe déjà des systèmes de communication par satellite, mais il faut positionner son téléphone d'une certaine manière et pour que enfin on capte le signal. Là, le fait que ça reste
fonctionner dans une poche. Ouais. Ça veut dire que même si on n'aura pas besoin de toute cette procédure pour se connecter au satellite. Tout à fait. Ça veut dire que du coup, si en cas de danger, en cas de problème dans une zone blanche, on pourra immédiatement sortir son téléphone et immédiatement Passer un coup de appeler fil, les secours bien ou sûr. envoyer un message. Et ça, recevoir c'est des important. notifications même quand le téléphone est dans la Et poche. Voilà, c'est ça aussi qui est c'est ça, pratique. ou recevoir une Ce que notification. propose déjà Apple Oui. en Amérique du Nord. Hein. Oui, Ouais, oui, voilà, avec ça, le ça Global tu as Star. toute une, tu as Ouais, il toute faut une- se positionner par rapport un positionnement Voilà. qui n'est pas aussi, on va dire, fluide Ouais. que ça. Par contre, ce qu'il faut voir aussi, ça va être les débits, parce qu'effectivement, les débits, alors Elon Musk veut aller jusqu'à de l'internet mobile, ce qui sera possible. Hein. Mais aujourd'hui, le dernier tweet, alors il tweet beaucoup, mais le dernier tweet qu'il a fait à ce sujet, il montrait un débit de 17 mégabits par seconde. 17 mégabits par seconde, c'est pas mal. Alors c'est pas 2 mégaoctets. Hein. ça fait 2 mégaoctets exactement. Ça Ouais, fait sur un mobile, est-ce que ça suffit pas? Parce que tu vois, pour aller sur les réseaux sociaux, Mais pour attention. jouer à tes jeux. Attention, c'est 17 mégabits par seconde sur un seul téléphone. C'est en fait la bande passante d'un satellite Ah oui, est d'accord, forcément ok. partagée. Ah ouais. Donc là, il y avait, alors évidemment, aujourd'hui, le direct to cell de Starlink, il n'est pas beaucoup utilisé. Non, il y a Donc personne c'est dessus. là, il faudra partager effectivement, évidemment, cette bande passante. Ok. Et alors, Ou multiplier les satellites. alors 17 mégabits divisé par le nombre d'utilisateurs ou multiplier les satellites. Ouais. Ou alors il faudra vraiment densifier le réseau de satellites pour avoir un débit plus grand. C'est c'est mathématique après. Va falloir voir combien ils en balancent dans l'espace et puis Et ben, combien il y aura d'utilisateurs au quotidien. Et là, on revient aux news des semaines précédentes avec Starship, où il avait annoncé justement que Starship allait être utilisé pour envoyer les satellites Starlink, parce qu'il va pouvoir en balancer une tripotée d'un coup et faire une pléiade. Et justement, je pense que de toute façon, tout ça est lié en fait. Il sait très bien que globalement, il en faut beaucoup, aussi bien pour la couverture que pour le débit. Parce qu'une fois qu'il y aura la couverture, après, voilà, ça va vite s'étirer. Eh bien voilà, on nous tarde de tester ça parce que c'est effectivement warning chez les opérateurs traditionnels, parce que même s'ils garderont quand même sans doute un plus avec leur réseau en indoor, c'est quand même une sacrée claque. Attention, Mais bon. Starlink, ils le font avec les opérateurs. Ils le font avec les opérateurs. Aujourd'hui, d'accord. ils travaillent en partenariat avec Ok. différents opérateurs. Il n'y en a pas en France d'ailleurs, mais non, il y a notamment T-Mobile, je crois, aux Oui, oui, États-Unis, KDDI D'accord. au Japon. Donc, Voilà, ouais. c'est un truc Enfin, qu'ils font avec les opérateurs. Aujourd'hui, Ouais. parce que demain, Alors, oui. rien ne t'empêche, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs Ouais. déjà avec leur offre. Hein. Peut-être que demain, tu paieras 20 € par mois et tu auras du Starlink partout sur ton téléphone. Ouais, hein. ou mais il après, peut- il il faut peut voir même aussi racheter que un- la 5G, ils vont avoir du mal à concurrencer Non, c'est sûr. la latence et les débits de la 5G. Non, mais après, on peut se dire aussi, un Musk, il peut se racheter un opérateur par pays et faire une offre tout en un. Et là, je peux dire que les autres vont commencer à Oui, trembler, à parce que avoir un peu là, prix d'un satellite. Et bien voilà, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Nico, Nicolas Merci. Guyot, qu'on peut lire dans Clubic. Merci à toi, Eric Le Bourlou aussi, qui teste pas mal de produits dans les numériques et vous pouvez le lire aussi dans 60 millions. Vous restez avec nous. Dans un instant, Lionel Costa, deuxième partie avec le labo Fnac et les trous wireless testés par le labo. Et puis, si vous êtes avec nous en audio, le petit module bonus exclusif sur le podcast audio avec toujours Nico et Eric. On va parler d'une offre de Bouygues Télécom Fibre qui est hyper alléchante. Vous allez tout nous expliquer tout à l'heure, les gars. À tout de suite et merci d'être là. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.